bienvenue à toutes et à tous. Donc, comme je le disais, je ne sais pas si vous avez vu mon message, ce serait vraiment formidable si un maximum d'entre vous pouvaient garder allumé votre caméra pour un peu plus, pour essayer de recréer dans ces temps un petit peu isolés, un peu de convivialité. Et puis, pour ceux qui, je pense, pour l'essentiel de notre public, qui je pense doit être étudiant, vous connaissez les conversations de la bibliothèque, qui se déroulent en général d'ordinaire à la bibliothèque. C'est un événement qui a lieu assez régulièrement à l'occasion en fait de la parution d'ouvrages écrits et réalisés par nos enseignants et qui a vocation à établir un espace de dialogue autour d'une thématique donc, qui est abordée dans cet ouvrage, et puis de manière assez non formelle, pour ne pas dire informelle. Aujourd'hui, on a c'est Jean-Marc Veil, un enseignant de l'école qui est mis à l'honneur, qui est architecte et ingénieur et professeur, qui enseigne en licence et qui est responsable chez nous du champ culture constructive et en master au sein de la filière matière à penser, dirigée avec l'architecte Marc Mimram. Donc, il est l'auteur de ce livre donc, qui va être le prétexte et un petit peu le sujet d'aujourd'hui, qui s'intitule Les BFUP, béton fibré à ultra haute performance, dessiner, calculer, construire. Il est paru en mars dernier aux éditions de l'École. Il a écrit ce guide de conception et de réalisation de systèmes constructifs en béton fibré ultra haute performance en s'appuyant sur les normes disponibles aujourd'hui en France, mais aussi sur son analyse personnelle de projets, de conférences, d'articles et bien d'autres choses dont il nous fera part lors de cette conversation. Et puis surtout d'une vingtaine d'années d'expérimentation et de réflexion autour de ce matériau, et donc notamment avec certains de nos invités. Je citerai tout d'abord Dominique Marek, qui est fondatrice de l'agence ECDM avec Emmanuel Combarel. Elle est une architecte engagée sur ce matériau à l'origine de ses premières applications et travaille depuis très longue date avec Jean-Marc Veil sur un certain nombre d'études basées sur ce sujet, ce matériau. Ensuite, Dominique Corvès, qui est un ancien diplômé de notre école et qui est aussi ingénieur diplômé de l'ENPC. Ce matériau l'a intéressé lors de ses études à l'ENPC et il a également aidé Jean-Marc Veil à organiser les prémices du travail de son agence sur ce sujet il y a quelques années. Il est aujourd'hui un directeur d'AEVIA, une filiale d'Eiffage Génie Civil. Puis enfin, nous avons François Tout-le-Monde, qui est directeur délégué du département matériaux et structures de l'Université Gustave Eiffel. Nous sommes ravis d'avoir car il n'est pas toujours aisé, encore un petit peu rare, mais je pense que ça va rentrer dans nos mœurs d'organiser des événements qui fédèrent en fait des personnalités au sein de différents bâtiments, enfin de différentes écoles de l'université. Et il a donc préfacé le livre de Jean-Marc Veil, et il est l'un des spécialistes français reconnus sur le sujet au niveau théorique, technique et au niveau de sa normalisation. Voilà, je vais donc laisser Jean-Marc Veil conduire cet entretien avec ses trois invités. Merci à tous pour votre présence. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. C'est pour moi d'ailleurs assez impressionnant et vraiment émouvant d'avoir l'occasion de présenter ce travail d'écriture que j'ai tenté de faire pendant 2 ans. J'ai voulu inviter à parler du BFU avec moi donc Dominique Marek, Dominique Corvès et François Tout-le-Monde, parce que, en dehors du fait que je les connais bien et que j'ai travaillé avec eux, ils me semblent représenter chacun à leur façon un regard important sur ce matériau, un regard qui est celui de la conception, mais aussi celui de l'analyse, celui de la mise en œuvre
est celui de la règle constructive, de la norme. Si je peut-être dis quelques mots sur cet ouvrage, lorsque Dominique Jamais Desrolles m'a proposé d'écrire ce guide, j'étais un peu désemparé, et très désemparé, dois-je dire. Et donc pendant plusieurs mois, j'ai pas fait grand-chose. Et un jour, je suis venu le voir et je lui ai demandé comment faire, et il m'a dit écrivez-le comme si vous faisiez un cours. Et donc, cette phrase apparemment anecdotique m'a beaucoup inspiré parce que, dans le fond, j'ai tenté de, de mettre en forme une idée ancienne que je porte sur la relation entre penser la forme, analyser la forme et construire la forme pour faire des espaces, qui est de mettre sur la même horizontale, le même pied d'égalité, la forme, son design, sa plasticité, son élégance, l'analyse de la forme, c'est-à-dire comment les nombres et comment les règles permettent de comprendre son comportement, et sa mise en œuvre, qui dans le cas du béton de fibre est un argument fondateur de l'analyse et du design. Donc c'était une occasion de tenter de mettre ça bout à bout. Et puis l'autre hypothèse que je voulais tester à travers cet ouvrage était de rendre l'analyse et la mise en œuvre remarquables, non pas seulement en le disant, non pas seulement en l'expliquant, mais en l'associant aussi avec l'histoire du domaine et avec une conceptualisation plus large de ce que pouvaient être des matériaux aujourd'hui ou hier. Et la façon dont j'ai structuré le livre était de partir d'une analyse assez large de la matérialité aujourd'hui, à partir d'un article que je vous recommande, qui était une conférence d'Yves Bréchet qui avait été donnée au Collège de France, où Yves Bréchet tentait de montrer comment les matériaux du XXe siècle et du XXIe siècle étaient des matériaux sur mesure, et qu'ils venaient dans une suite historique très claire avec les matériaux de rencontre qui avaient structuré le domaine de l'architecture pendant plusieurs siècles. Donc l'idée était de partir de cette réflexion d'Yves Bréchet pour situer les BFUP dans une réflexion plus large, de localiser un peu ce matériau dans l'histoire du béton armé. Et je pense que c'est important de rappeler aujourd'hui que le béton armé est un matériau remarquable. Il est critiqué au même titre que tous les autres matériaux à l'aune des nouvelles, on va dire, des nouvelles recommandations du monde contemporain, mais ça reste un matériau remarquable dans son innovation, dans sa complexité, dans sa liberté formelle. Donc, j'ai voulu resituer donc le BFUP dans cette histoire-là, et puis après, peu à peu, descendre vers l'analyse en tentant d'expliquer au mieux chacune des données, c'est-à-dire j'avais dans la tête que chacun puisse penser et faire soi-même, c'est-à-dire que le savoir scientifique, ou la petite partie du savoir qu'on possède, parce que plus on creuse, plus on comprend qu'on n'en possède qu'une toute petite partie. Ce savoir est un savoir qui est on va dire, qui fait partie du domaine du bien commun, de la culture partagée, et j'avais envie d'associer une approche sensible et peut-être un peu conceptuelle ou un peu large de ce matériau à une analyse de plus en plus précise des outils qui permettent d'en comprendre le comportement, pour descendre peu à peu dans sa mise en œuvre la plus directe. Et d'ailleurs, je me suis appuyé sur le savoir-faire de Patrick Mazakan, j'ai même vu qu'il était là, qui est l'ancien directeur opérationnel de Méditerranée Préfabrication, qui m'a fait l'honneur ou le cadeau de m'aider à écrire tout le chapitre autour de la mise en œuvre du béton de fibre, ce qui m'a permis aussi de finir cet exercice par une série d'exemples qui tentaient d'illustrer la grande variété ou la variété nouvelle associée à ce matériau en termes d'usage et d'utilisation.
Voilà, c'est comme ça que j'ai tenté d'écrire l'ouvrage. Et d'ailleurs, les quelques personnes qui m'ont fait déjà des retours m'ont tous dit quand ils n'étaient pas des ingénieurs qui sont habitués à cette confrontation avec l'analyse, ils m'ont tous dit qu'ils avaient fait l'exercice d'aller d'une approche large et ouverte à une approche précise et analytique. Et je pense aussi que tous nos métiers en architecture et en ingénierie ont une histoire et sont assis sur une culture, et que dans le fond, faire l'exercice de l'acquisition de cette culture est une façon aussi de donner à l'analyse et à la culture technique spécifique une puissance qui dépasse la stricte connaissance de son application, puisqu'on comprend le côté merveilleux, au sens propre du terme, du travail des industriels, des designers et des chercheurs pour tenter de trouver comment raconter ce matériau et comment le mettre en œuvre. Donc ce soir, j'ai voulu inviter les deux Dominique Marek, Dominique Corvez et puis François Tout-le-Monde, peut-être pour qu'ils nous livrent chacun à l'aune de leur sensibilité propre, peut-être quelques idées autour de ce matériau qui est en fait complètement contemporain puisque ces applications réglementaires, en tout cas, sont extrêmement récentes et que pendant longtemps, il fait partie du domaine d'une recherche expérimentale, d'ailleurs très active. Claude, vous avez prévu de quel ordre de passage? Peut-être on commence par Dominique Marek, je sais pas. Dominique Marek, oui. Dominique Corvez et François Tout-le-Monde. Donc, oui, bonjour à tous. Bien, je pourrais peut-être évoquer comment le ductal est rentré chez nous, dans notre agence. Jean-Marc l'évoque dans son livre. Il y avait un des directeurs de Lafarge qui a pris pris en charge ce matériau. Et à un moment, il est venu voir des agences qui aimaient bien le béton. C'est une des raisons pour lesquelles il était venu nous voir, pour nous montrer les caractéristiques de ce nouveau matériau, ces caractéristiques structurelles qui étaient absolument exceptionnelles. Et ce qui était intéressant, c'est que plus que les caractéristiques exceptionnelles du matériau, donc il nous a ensuite emmené voir dans leur centre de recherche à côté de Lyon toutes ces machines qui montraient à quel point ils avaient trituré la matière, ils avaient domestiqué la matière. Plus intéressant que les caractéristiques structurelles du matériau en elles-mêmes, ce qui nous avait intéressé, il y avait une petite bouteille de Coca-Cola moulée en ductal à côté, et ce qui nous a passionné, mon associé et moi, Emmanuel Comparel, c'était la ductilité du matériau. C'est ce qui nous a principalement fasciné dans ce matériau, cette capacité à se mouler, à être moulé facilement, à ouvrir des champs totalement nouveaux de dimension, de légèreté, d'économie de matériaux, et puis une plasticité qu'on n'avait jamais expérimentée encore. On connaît tous le brutalisme et on a beaucoup d'architectes sont fascinés par les caractéristiques esthétiques que le béton a donné et qu'on a appelé le brutalisme. Et là, on avait des nouveaux champs qui s'ouvraient et qui nous ont paru extrêmement intéressants. Donc, on a travaillé sur ce matériau avec Jean-Marc à l'occasion d'une passerelle. Donc là, vraiment, on a travaillé sur ce matériau pour des raisons structurelles, qui était sur le musée Tommy Ungerer. C'était un moyen de parcourir un jardin et de venir, comme sur un tapis volant, se surélever du sol, y compris les handicapés, pour accéder à un bâtiment à la mansarde dont le rez-de-chaussée était surélevé par rapport au jardin. Donc, ça a été le premier travail qu'on a fait avec Jean-Marc. Donc, on a vraiment travaillé sur le matériau, évidemment pour ses capacités ductiles, comme je disais à l'instant, mais ses capacités structurelles. Et après, on s'est beaucoup intéressé à toutes les peaux, à la fois ces qualités exceptionnelles que combine le ductal, enfin le ductal et le béton fibré, qui sont à la fois, c'est structurel, c'est étanche et ça a des capacités de fini exceptionnelles. Donc on a beaucoup travaillé sur des pots en béton, parfois dans une approche de bardage,
parfois étanches. On a fait avec Jean-Marc la première façade en BFUP étanche, posée sur une structure potodale. Et donc, on a inventorié beaucoup de choses, capitalisant de projet en projet à chaque fois. Donc, toute cette histoire du BFUP, qui a commencé avec l'agence, a commencé au début des années 2000, jusqu'à aujourd'hui. On a croisé Jean-Marc à de nombreuses reprises, en travaillant spécifiquement sur des projets, mais dans une réflexion bien plus large que celle du projet, où on venait intégrer ce sur quoi on avait travaillé précédemment dans les nouveaux projets. Merci, Dominique. Dominique Corvès, tu rebondis à partir de ça? Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Donc, je suis heureux d'être là virtuellement sur les bancs d'une école, voilà, que j'ai connue. Mon expérience sur les BFUP, elle a démarré il y a 15 ans. C'était juste avant de connaître Jean-Marc. C'était une expérience sur un travail de fin d'études à l'École des Ponts. Et puis, j'étais en 5e année avec Marc Mimram. Et puis, je travaillais sur des expérimentations comme il aime bien le faire. Travailler sur des expérimentations en début de projet, en début de studio. Et je travaillais du coup sur des briques en BFUP. Donc des briques en travaillant sur le continu, le discontinu. Et puis là, il y a quelqu'un dans l'atelier qui s'appelle Élise Bon qui me dit il faut que tu rencontres Jean-Marc, parce que Jean-Marc, il adore expérimenter, il adore travailler la matière de cette manière-là, et vous allez vraiment vous entendre. Donc 2 jours plus tard, j'étais dans le bureau de Jean-Marc, et puis c'était le début d'une belle aventure, d'une certaine complicité. Et puis Jean-Marc m'a fait travailler sur un projet qui s'appelle Hypergreen, avec Jacques Ferrier, donc une tour en BFUP, une tour en résie pré-contrainte. Et puis, je me souviens, je travaillais le soir sur le sujet. Et puis, après une nuit blanche, il m'avait amené dans les bureaux de Lafarge, dans le bureau du conseil d'administration, avec lui. Moi, j'étais même pas un stagiaire, j'étais vraiment un étudiant. Il m'avait amené avec lui. Et puis, on avait exposé ce qu'on avait pu travailler du coup ensemble. Je dis ça parce que c'est vraiment comme ça que Jean-Marc il aborde son travail, il met beaucoup les gens en avant et puis il les aide à se dépasser. Et ça, je pense que c'est vraiment une caractéristique par rapport à ce matériau où il faut se dépasser parce qu'il n'y a pas, c'est un matériau sans typologie. Ça, c'est un point important. C'est un matériau qui est un petit peu une sorte de boîte noire quand on l'appréhende. C'est un matériau qui a été développé de manière très scientifique, assez rapidement, avec les bases du matériau, avec son empilement granulaire qui sont connues quasiment 20 ans. Mais il n'y avait pas de standard. On n'est pas sur un matériau comme l'acier qui a ses propres typologies. Il fallait le développer. Il n'y avait pas beaucoup d'analogies à faire. On aime bien, en tant qu'architecte, on aime bien faire un travail souvent aussi par analogie, par référence. Et là, il y en avait assez peu. Il y avait peut-être les travaux de Pierluigi Nervi qui expose dans un superbe livre Savoir construire qui permettent de travailler cette manière, travailler cette pierre artificielle qu'est le béton avec le ferrociment qui était un petit peu plus résistant. Mais là, on se retrouve avec un ordre de grandeur de plus. C'est-à-dire que par rapport à un béton, le BFUP, c'est toujours un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur en compression, un ordre de grandeur de plus en durabilité, puis un ordre de grandeur de plus en termes de plasticité, de matérialité, de finesse, comme l'a expliqué Dominique Marek juste avant. Et du coup, cette plasticité-là, il faut l'appréhender. Ça en fait un matériau assez effrayant parce qu'en fait, il élargit le champ des possibles quasiment à l'infini et il faut essayer de l'appréhender. Et ça, c'est finalement assez compliqué. Donc, l'angle, il faut trouver un angle un petit peu pour l'appréhender. Donc, il y a eu des travaux qui ont été faits par l'AFGC, notamment avec François Tout-le-Monde, avec Mouloud Belloul, avec un certain nombre de personnes qui ont aidé à jeter les premières bases d'un travail de normalisation qui rend le possible en structure. Et là-dessus, de ce matériau sans typologie, il faut essayer de le modéliser. Et en fait, au début, on ne sait pas modéliser ce matériau. Donc, une des caractéristiques fondamentales de ce matériau, c'est qu'il a fallu le modéliser d'abord par l'essai. Donc,
c'est des mock-ups, c'est des maquettes, donc un travail qu'on connaît bien quand on est architecte, et parfois un peu moins quand on est ingénieur, où on a tendance à avoir des abacs, des règles qui permettent de créer à partir de ces règles. Donc là, on est obligé d'affronter une sorte d'inconnu, une sorte de vertige de il n'y a pas de règles. Essayons de trouver comment va réagir cette pièce, comment va réagir cet élément. Et l'essai est fondamental. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même dans les règles, on ne sait pas faire autrement que des essais de convenance. François en parlera bien moi, pour caractériser le flux des fibres, et puis comment le flux des fibres et la manière dont la pièce a été réalisée, la pièce pourra avoir la capacité requise. On peut avoir la même géométrie, mais une pièce qui réagira complètement différemment par la manière dont elle a été coulée. Donc ça, c'est un aspect pour moi assez important de la liberté de ce matériau. Et avec Jean-Marc, c'est vrai que une des choses qu'on a travaillé assez rapidement, il était en lien avec une entreprise allemande sophistique qui était capable, avec des calculs poussés, qui travaillait beaucoup avec Schleich, d'appréhender des matériaux de ce type, des matériaux notamment au grand déplacement, des matériaux, des structures plutôt élancées qui travaillent au grand déplacement. Et puis l'idée, ça a été de travailler sur à la fois la non-linéarité du matériau, pour prendre en compte le fait que c'est un matériau qui est complexe de par ses fibres et de faire de par sa plasticité. Donc, la plasticité en structure, on l'a traduit par le fait qu'il faut un matériau non linéaire. Et puis, le fait qu'on se retrouve à pousser les limites des structures en termes d'élancement, on approche les instabilités et ne pas avoir un outil de calcul qui puisse appréhender tous ces effets d'instabilité locale, de voilement, de déversement, phénomène qu'on retrouve beaucoup plus sur des structures acier. Si on n'a pas, un logiciel qui permette de l'appréhender à la fois en non-linéaire matériau et en non-linéaire géométrique, c'est compliqué. Donc, il y a eu tout un travail d'essayer d'appréhender et faire de la modélisation, finalement, on était en train de rentrer dans des essais qui sont des essais numériques par rapport à des essais plus classiques. Donc, ça a été, je pense, toute une étape pour essayer d'appréhender le matériau. Et puis, après, moi, je pense que ça a été cette capacité à se dépasser. Enfin, je pense que Jean-Marc, il a permis ça. Il a permis, Dominique vient de le rappeler, c'était de se dépasser sur des éléments qui n'avaient jamais été faits, c'est-à-dire faire des éléments un tapis volant comme a pu être fait au musée Tony Ungerer. Il y a un vrai dépassement parce qu'on est sur des épaisseurs minimes. On n'est plus du tout dans ce que c'est faire un béton. Il n'y a pas d'acier et on se retrouve avec vraiment un saut dans le vide. Je pense que, tant qu'ingénieur, Jean-Marc, il a su faire ce saut dans le vide alors de manière raisonnée, bien sûr, mais pour aller au-delà de ce qui est conventionnel et d'aller dans l'expérimental, en ne cédant pas à des croyances, mais vraiment en allant sur vraiment des fondements liés à l'expérimentation, liés au test. Et ça c'est essentiel. Et puis ça, je pense que c'est de la même nature que ce qu'a pu faire Rudy Ricciotti ou Franck Gehry Rudy Ricciotti en travaillant sur des nouvelles typologies, sur le Mucem, sur le jambouin, choses qui n'existaient pas, donc avec son fils notamment, avec Romain Ricciotti. Et puis, idem pour Franck Gehry, qui allait travailler avec des pots en BFUP sur des surfaces avec pas une seule pièce identique. Pareil, il a fallu trouver des méthodes de coulage, des manières d'appréhender la matière pour créer 16 000 pièces différentes avec des technologies jamais faites. Donc, il y a eu toujours, pour moi, des prises de risques, mais des prises de risques concertées dans un dialogue architecte-ingénieur, à chaque fois. Et puis, du coup, je voulais un peu conclure sur cette petite aparté initiale là, sur le côté, qu'est-ce que c'est que la vulgarisation? C'est une vulgarisation au sens noble. C'est-à-dire qu'on est dans la vulgarisation nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'avoir maintenant autour de toutes ces expérimentations une culture constructive qui
qui ne doit pas être confidentiel, qui ne doit pas être juste cantonné à quelques projets. Et je trouve que le travail magnifique qui est un ouvrage comme celui de Jean-Marc, c'est de tout synthétiser, de tout livrer, et puis de faire un pas de géant à la communauté, et puis de permettre d'aller plus vite sur l'après. Et je pense que des ouvrages comme celui-là, ils permettent ensuite à des gens de l'appréhender, comme certains ont pu appréhender il y a 15 ans les recommandations BFUP, essayer de les comprendre. Maintenant, avec des ouvrages comme celui-là, ça permet d'aller maintenant dans la prochaine étape, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a pas mal de monde autour de la table, et on vous attend pour aller plus loin sur le matériau. Aujourd'hui, il n'y a qu'une toute infime partie qui a été faite, et voilà, vraiment, merci à Jean-Marc d'avoir pris le temps de capitaliser pour donner à toute la communauté maintenant une pierre solide sur laquelle s'appuyer, et puis avancer dans la conception de nouvelles typologies, de nouveaux projets. Jean-Marc, votre micro n'est pas allumé. Et peut-être pour rebondir avant de passer la parole à François Toumi. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. J'aime beaucoup l'expression de la vulgarisation nécessaire. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à penser que on peut tous partager une culture sur un sujet, et bien sûr, certains choisiront d'aller très très loin, d'autres choisiront d'aller moins loin, mais on peut partager une culture sur un sujet. Et peut-être que lorsque j'ai essayé d'écrire ce livre, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais pas été, on va dire, tout en profondeur sur beaucoup de paramètres que j'utilisais tous les jours sans les avoir vraiment questionnés. Et les mettre bout à bout, c'est-à-dire mettre l'histoire avec l'analyse, avec la mise en œuvre, avec les exemples, ça m'a rappelé à quel point ce travail était une expérimentation remarquable, puisque dans le fond, j'ai constaté que certains coefficients étaient encore laissés à l'appréciation des uns ou des autres. Je me suis rappelé à quel point la modélisation était associée à la mise en œuvre et à l'orientation des fibres, et à quel point les formes n'étaient pas complètement libres au sens où l'entend Lévi-Strauss d'ailleurs, c'est-à-dire on parle d'une connaissance des contraintes pour trouver comment innover, c'est-à-dire, et ça dans le fond c'est aussi peut-être une leçon du monde contemporain, c'est-à-dire plutôt que de se faire croire qu'on est dans une sorte d'illusion de liberté qui finit par déqualifier la relation entre la forme et la mise en œuvre de son analyse, on pourrait tout à fait se dire qu'on procède exactement à l'envers, c'est-à-dire que c'est la culture et le savoir que l'on gagne sur un sujet qui vous donne cette liberté de penser un objet, une forme, un espace, un composant. Et dans le fond, c'est ce que j'ai toujours trouvé remarquable avec ce matériau, c'est qu'à un moment donné, le constructeur arrive avec un recul qui n'est pas le vôtre, et avec 2 commentaires, il ne va pas seulement remettre en question la mise en œuvre du composant, il va remettre en question son calcul et sa forme. Donc tout à coup, les choses sont très très liées, très intriquées. Chose qu'on a par exemple un peu oubliée avec l'acier, qui donne cette illusion, même si elle n'est évidemment pas complètement vraie. Chose qu'on a redécouvert très fortement avec le bois, par exemple, mais qu'on savait, puisque le bois est un matériau ancien. Et chose qui est très fort dans le cas du BFUP, d'autant plus que le béton armé a souvent souffert dans son image, dans l'image qu'il donnait à des personnalités qui n'étaient pas des acteurs du monde du béton armé, parce que l'extraordinaire intelligence de la relation entre le ferraillage et le béton
était quelque chose qui était effacé par la forme elle-même. Alors que dans le fond, si vous dessinez une coque en béton qui vous paraît tellement simple, mais si vous posez la question de son ferraillage et de sa mise en œuvre, et ben vous vous rendez compte que tout à coup, vous êtes face à une complexité qui vous submerge. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir aller comprendre intimement ce qu'est le ferraillage pour réussir à l'associer à la forme. Et le BFUP a posé ça de manière encore plus forte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ferraillage, il y a des fibres mélangées à une matrice cimentaire dont l'orientation va produire différents types de comportements qui vont être associés à une mise en œuvre qui doit raconter la position relative des fibres dans la matrice cimentaire et à des formes qui doivent écouter ces limites. Et dans le fond, on est, je pense aussi, face à ce que devra être la position du designer dans son acceptation la plus large, face à la matière, c'est-à-dire vraiment celle qu'entendait Lévi-Strauss, c'est-à-dire je pars des limites données par la matière, et aujourd'hui elles sont nombreuses, pour définir une innovation, une liberté formelle, voilà, un objet singulier. Peut-être. François, tu rebondis, tu continues? Je ne sais pas si je rebondis très, très efficacement, mais en tout cas, je voudrais dire tout le plaisir que j'ai à être associé à un événement de l'université Gustave Eiffel dans ces deux composantes qui se rapprochent progressivement. Moi, je dirais, je suis héritier de la composante labo central des ponts et chaussées, devenue STAR et fusionnée dans l'université Gustave Eiffel il y a quelques années. Donc ça, c'est une aventure entre guillemets administrative, mais je pense que derrière ça, l'aventure qui est de mieux dialoguer entre ingénieurs de génie civil et architectes dans cette maison, c'est très utile, très pertinent et en plus, je dirais très satisfaisant pour l'esprit et la complémentarité de la manière dont on pourra aborder les choses. L'autre chose que je voulais dire un peu de façon liminaire, donc dans cet héritage du LCPC qui a été associé au BFUP pratiquement dès le début, dans les années 90-95, les BFUP, c'est un alignement des planètes de la recherche sur le béton de l'époque avec la réduction de la quantité d'eau qu'on met dans le béton pour augmenter ses performances avec toute la chimie des superplastifiants. C'est l'optimisation des empilements granulaires, donc toute une recherche de physique et d'optimisation topologique. Et c'est la compréhension du rôle des fibres pour apporter de la ductilité aux matériaux. Et ces différentes voies qui étaient vraiment très actives dans la recherche, qui avaient donné les bétons de fibre entre guillemets ordinaires, les BHP, d'un seul coup, on les mettait ensemble et ça a donné quelque chose. Et ça, on s'en est rendu compte en quelques années. Et ça a donné encore beaucoup d'autres choses avec l'amélioration de la durabilité, etc. Et du coup, moi, quand j'ai commencé à m'orienter vers la recherche, il y avait une publicité de ce qui s'appelait pas encore la filière béton, qui était une tête de rhinocéros vue de face, avec le slogan « Il serait temps de voir les bétons autrement ». Et ça continuait avec un toucan « Il serait temps de voir les bétons séduisants ». Alors, je ne sais pas si le BFUP, c'est le toucan, mais en tout cas, ça fait partie, je pense, d'une aventure technique d'une vingtaine d'années, qui est peut-être pas encore tout à fait au bout, mais qui est de voir les bétons autrement, parce que, en tout cas, les matériaux cimentaires ont eu dans ces quelques dizaines d'années une capacité de révolution et d'extension du champ des possibles, qui fait que pour un ingénieur et sans doute aussi pour l'architecte, c'est vraiment une ouverture dont il faut profiter. Et dans cette ouverture, moi, ce qui me tient à cœur, c'est le fait que cet élargissement de la gamme des bétons et des matériaux cimentaires, elle permet vraiment d'avoir
une approche élargie qui permet de mieux comprendre les choses en termes de qu'est-ce qui fait la durabilité d'un béton ou d'un matériau cimentaire, qu'est-ce qui fait sa qualité d'aspect, qu'est-ce qui permet d'avoir des solutions allégées, plus vertes, où chaque matériau est utilisé pour vraiment pour ses meilleures propriétés. Ça permet d'avoir des solutions beaucoup plus efficaces en termes de réparation. Et c'est vrai que la clé de tout ça, c'est une interaction entre le process d'élaboration du matériau, ses propriétés et la manière dont on l'emploie dans une structure, dans un ouvrage. Alors tout ça, évidemment, la connaissance et la manière de bien savoir jouer avec, ça a mis du temps à se faire, on n'est pas au bout. Et en ce sens-là, je pense que je dirais, il y a un travail de consolidation d'acquis techniques via les normes et tout ça dont j'ai pu m'occuper, mais il y a beaucoup plus, enfin, plus fondamentalement et plus largement, un travail d'appropriation de ce matériau dans la boîte à outils de l'ingénieur. Et même s'il n'y a pas beaucoup plus d'heures de cours dans les formations, je pense que la capitalisation par des cours écrits, comme le livre de Jean-Marc, c'est fondamental. C'est fondamental pour que on ne continue pas à penser les bétons avec les mêmes règles de calcul, les mêmes ordres de grandeur et les mêmes présupposés de conceptual design du B25 jusqu'au BFUP, parce que c'est pas pareil. Et donc, cette acquisition de la culture constructive, elle passe par des cours, des exemples où on met sous les yeux les choses qu'on peut vraiment faire avec un matériau qui est maintenant différent. Donc, voilà, intégrer le BFUP dans la boîte à outils des ingénieurs, des concepteurs, et y compris dans le domaine de la réparation, qui est sans doute un domaine très important, alors au moins pour le génie civil, ça me paraît vraiment un service clé qui est rendu à notre communauté. Je voulais finir par une ou deux choses. Je pense que dans les enjeux d'appropriation de ce matériau, on est allé déjà assez loin, et le livre de Jean-Marc en témoigne, en termes de compréhension du fonctionnement mécanique du matériau et de comment on peut le valoriser. Je pense qu'il y a une appropriation technique ou technologique qui est encore beaucoup devant nous dans la culture des entreprises et pas seulement des préfabricants, dans la culture de la mise en œuvre, du contrôle, de la logistique autour de ce matériau. Je pense qu'on est collectivement pas encore forcément au bout pour que ça reste pas seulement le matériau de la haute couture, mais que ça soit aussi, je dirais, vraiment un des éléments peut-être un peu cher, mais super efficace pour les bonnes solutions constructives. Et je pense qu'en particulier, effectivement, on parle beaucoup, et c'est un souhait normal dans les attentes de notre société du moment, d'avoir une construction plus sobre en termes environnementaux, plus efficace, tout en restant belle et utile. Et je pense que la seule réponse à la construction plus verte, c'est pas seulement les bétons avec moins de ciment, c'est aussi des combinaisons ajustées et intelligentes entre les matériaux les mieux élaborés, les plus durables, et les matériaux plus verts là où on en a besoin. Voilà. Je ne sais pas si c'était le rebond attendu, mais en tout cas, je voulais redire que c'est bien de contribuer à voir les bétons autrement. Bien sûr, en tout cas, ce matériau en offre l'opportunité. Moi, je pourrais dire une chose. Je pense qu'il faut du sens à l'utilisation d'un matériau. Quand Lafarge est venu nous voir, effectivement, pour nous parler des propriétés mécaniques extraordinaires de ce matériau, c'était factuel.
Après, les champs étaient à ouvrir, les champs étaient à découvrir. Et il me semble que c'était... En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, je disais tout à l'heure, en préambule, lorsqu'on s'est retrouvés, que le béton est mythique, ça, il y a une histoire, il y a une mythologie du béton, mais en soi, le béton, comme tout matériau, n'est ni passéiste ni avant-gardiste. Ce qui m'intéresse, c'est de le voir en perspective au regard de l'époque dans laquelle on vit. Nous, pourquoi on s'est intéressé au BFU? Parce que si vous me demandez qu'est-ce qui est important, je dirais que ma préoccupation aujourd'hui, c'est de bien construire. La question de la pérennité, c'est tant d'énergie, c'est le temps de la construction, le temps d'un projet, c'est tellement long que si la question de la permanence de l'architecture, elle est au cœur de notre réflexion à tous lorsqu'on pense construction. Quand je dis qu'il faut du sens à un matériau, donc on a évoqué plein de choses là, mais plus important encore, c'est dans quelle mesure ce matériau va s'imposer au regard d'un contexte où il y a une multiplicité de paramètres qui sont en jeu. Ces paramètres, ils sont économiques, ils sont sociétaux, ils sont réglementaires, bien sûr, ils sont multiples. Et ce qui m'intéresse, enfin, là où je trouve que le travail qu'on a toujours fait avec Jean-Marc, que j'ai trouvé exceptionnel et qu'on retrouve en filigrane dans son livre, c'est que son livre permet de mettre en perspective le matériau, ou en tout cas mettre notre époque en perspective au regard du matériau. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'utilisation qu'on fait de ce matériau aujourd'hui révèle de notre époque? Dans quelle mesure on va aller très très loin de ça? Nous, quand j'évoquais à l'instant qu'une de nos priorités, c'est bien construire, en tout cas, c'est une obsession chez moi. Qu'est-ce que c'est qu'un détail? Qu'est-ce que c'est que la matérialité? Comment on met en œuvre les matériaux? Leur durabilité? Pas uniquement au sens vertueux dans lequel on entend ce terme aujourd'hui, mais sa durabilité ne serait-ce qu'au regard de la permanence de l'architecture. Tout ça, ce sont des sujets extrêmement importants. Quand on voit comment aujourd'hui, face à la tyrannie qu'on s'est imposée collectivement, de la maîtrise de l'énergie, de la place de l'isolation dans les dispositifs de peau, de façade que l'on met en œuvre, avec des isolations qu'on appelle par l'extérieur, c'est-à-dire entre la structure primaire et éventuellement une structure secondaire de peau. Toutes ces questions-là font qu'on en arrive à faire des façades qui sont complètement atomisées. La question d'avoir des façades monolithiques, d'avoir un matériau qui puisse être en continu, c'est une vraie question. Chez nous, c'est une question essentielle dans notre travail. Comment faire en sorte de garder cette idée du caractère monolithique du matériau? Et lorsqu'on a appréhendé le ductal a été, en tout cas le ductal de l'UBFUP, ça a été un moyen de se poser la question de le travailler comme une peau, mais une peau quasiment sans limite. Et donc toutes ces questions de voir au travers des projets que Jean-Marc, sur lesquels Jean-Marc a travaillé, de mettre en perspective notre époque, les tyrannies que l'on s'impose collectivement, de voir les ambivalences que le matériau a permis sur lesquelles il a permis d'apporter des éléments de réponse. Tout ça me semble extrêmement essentiel dans la façon dont ce matériau a été développé, tous les exemples que donne Jean-Marc dans son livre. Alors, il parle du point de vue de l'ingénieur, du caractère contre-intuitif du matériau. Je trouve ça extrêmement intéressant aussi. Je trouve ça passionnant d'évoquer ça. Mais plus important encore, c'est cette compréhension de quel est le sens d'un matériau, pourquoi on emploie un matériau, comment on arrive collectivement dans l'histoire d'un projet à décider qu'un matériau va s'imposer, on va le mettre en œuvre, et mettre en perspective nos époques, les attentes de notre époque, les ambitions de notre époque, les ambivalences de notre époque, au regard de cette matérialité qu'on met en place. C'est ce qui me semble extrêmement intéressant dans le livre de Jean-Marc. Oui, contre-intuitif parce que moi j'avais déjà ressenti cette impression que mon intuition ne suffisait pas pour m'aider à aller plus vite. Lorsque j'avais travaillé sur les constructions bois, tout à coup, même s'il y a encore un rapport visuel qui s'opère entre la matière transformée et la matière initiale, l'acier est un matériau qui plutôt supporte assez bien l'approche intuitive, aussi parce que
il a une puissance, en tout cas, le rapport entre ses valeurs limites et ce qu'on peut en faire est toujours spectaculaire. Le béton, dans sa définition la plus traditionnelle, a perdu. Le béton est un matériau assez contre-intuitif, mais Chemetov avait toujours, Paul Chemetov avait toujours souligné qu'il avait perdu, dans l'image qu'il donnait là encore à des individus dont ce n'était pas le métier quotidien, il avait perdu cette dimension de prudence. Contre-intuitif, ça veut dire qu'en fait, dans le fond, il faut une certaine modestie et une certaine prudence lorsqu'on touche un matériau pour le transformer. Et modestie et prudence, ça veut dire travail et culture, dans le fond. Et c'est vrai que lorsque le BFUP a remis ça complètement à plat, parce que tout à coup, on vous annonce qu'un béton résiste en traction, ce qui est vraiment quelque chose qui est... Et puis vous découvrez d'ailleurs que historiquement, la résistance en traction du béton a toujours été négligée parce qu'on ne savait pas réellement comment l'aborder en termes d'analyse. C'est toujours ça qui m'a d'ailleurs toujours complètement ébloui, c'est ce travail qui consiste à modéliser le comportement d'un matériau et de vérifier si c'est vrai une fois qu'il est construit, donc lorsque c'est trop tard, en fond. C'est quand même une démarche intellectuelle très profonde. Après, Dominique a rappelé que tout à coup, l'essai, l'expérimentation s'est réinvité très fortement dans le béton de fibre et aussi au niveau de sa normalisation, c'est-à-dire qu'en gros, tout se passerait comme si on ne faisait pas complètement confiance aux valeurs du calcul, parce que le matériau n'est pas complètement fiabilisé en termes de retour d'expérience. Donc, par exemple, on doit vérifier que l'orientation des fibres d'une forme donnée correspond bien au coefficient d'orientation des fibres qui sont donnés dans la norme. Donc, tout à coup, l'objet retrouve une complexité ou une intelligence qui devrait fonder l'approche que tous les acteurs doivent avoir par rapport à la transformation d'un matériau. C'est-à-dire qu'avoir un matériau brut que l'on extrait, que l'on transforme, que l'on analyse, que l'on dessine, que l'on construit et qui forme à la fin un objet est quand même une action d'une richesse et d'une complexité extraordinaire. Et peut-être que la façon dont ce matériau a remis à plat ces relations simples entre l'analyse, sa mise en œuvre, l'essai, la forme, tout à coup, comme l'a rappelé Dominique Corvez, inventant des transversalités nouvelles, c'est-à-dire que l'instabilité géométrique qui appartient à la tôle s'invite dans le béton de fibre. Moi, je me rappelle avoir analysé des poutres en BFUP comme si elles étaient en acier. Donc, tout à coup, il y a aussi une sorte de mixité des domaines, qui est là aussi, à mon avis, quelque chose d'extrêmement contemporain. Il y a une transversalité des cultures constructives. Et puis, tout à coup, on vous demande d'admettre ce que le XXe siècle n'a pas pris en compte pour des raisons justement de capacité à l'appréhender. On vous demande d'admettre que la matrice cimentaire a une résistance en traction, et mieux encore qu'elle varie selon la densité de fibres, etc. Et l'autre élément qui s'est invité dans l'analyse du BFUP, qui a fait que pendant fort longtemps, je me sentais souvent assez démuni devant les résultats de mes calculs, même si le calcul m'expliquait que le résultat était bon, j'étais assez démuni, c'est qu'en plus, s'invite dans l'analyse la fissuration du matériau comme une limite de son utilité. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un domaine où la matérialité est une abstraction portée par la modélisation et par le dessin. Là, tout à coup, le caractère intrinsèque du matériau, sa capacité à fissurer, comme d'ailleurs n'importe quel matériau minéral, devient la base aussi, devient l'une des bases de son analyse. Donc tout ça, et la capacité du matériau à fissurer dépend de sa densité en fibres, dépend de tout un tas de paramètres qui sont liés aussi à sa forme, à son design. Et donc peut-être que l'un des points qui m'a fasciné, c'est cette mise à l'horizontale de questions qu'on avait plutôt envie de séparer, aussi parce que c'est plus facile de séparer les domaines, et que là on était obligé d'associer
dans un environnement formel aussi complètement nouveau, c'est-à-dire que c'est un matériau rare, c'est un matériau cher, et donc il est toujours question d'en mettre le moins possible, et donc tout à coup on est sur des épaisseurs qui se rapprochent peu à peu de celles d'une tôle pleine en acier. Donc tout ça fait que pour moi il représente, plus que lui-même, il représente dans le fond ce qu'est la matérialité aujourd'hui, c'est-à-dire transversale, hybride, riche, basée sur l'expérimentation et dont l'analyse par le calcul est une aventure intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée d'inventer un moyen de calculer et qui est maintenant, parce que la communauté française du génie civil s'y a attelée avec beaucoup d'énergie, qui est maintenant, on va dire, consolidée par un ensemble de règles qui sont extrêmement intéressantes. Comme disait Henri Bartsley, qui était l'ancien directeur de RFR, commençons par lire les règles, c'est-à-dire commençons par essayer d'apprendre avant de vouloir inventer. Voilà. Mais Denis Scott-Brown disait que créer, c'était choisir. Exactement. Et je pense que c'est une très très bonne définition de la création. C'est choisir. Ouais. Pas mal, je note. Il disait que faire de l'architecture, c'était plus choisir que créer. J'ai vu d'ailleurs, je n'ai pas rêvé, mais je crois que j'ai vu la maison de Venturi sur l'un des avatars, un des spectateurs. Comment? Je l'ai vu aussi, Jean-Marc. Bon. Comment ça se passe, Claude? Est-ce qu'on donne la parole un peu à l'assistance? Donner la possibilité de poser des questions. Faire des commentaires. Commencer. Alors, ce n'est pas tout à fait une question, mais juste avant le démarrage donc, de la conversation, on s'est réunis et vous avez conversé à bâton rompu. Et il y a quelque chose qui a été évoqué qui m'a particulièrement marqué. Je crois que c'est vous, Dominique Marek, qui l'avez évoqué. C'est au sujet de la poésie en fait, de ce matériau qu'il était important de parler de la poésie que suscitait ou que est intrinsèque à ce matériau. J'aurais aimé savoir si vous pouviez développer. En fait, d'une façon générale, je pense qu'il ne faut jamais déconnecter la technique de la poésie. La question de la matérialité, la matière est une chose, la matérialité, c'est la capacité alors pour moi, à être dans une économie de moyens totale. Ce que j'aime, c'est Dieu. Je dirais que Dieu est dans le détail qui ne se voit pas. Et cette capacité à ne pas montrer le labeur que c'est, tout ce que vient d'évoquer Jean-Marc, c'est des nuits, des mois, des années de travail, des années de réflexion sur un matériau, des années d'échange. Et en fait, là où je considère que notre travail sera absolument réussi, c'est quand on arrivera à donner le sentiment que tout ça est extrêmement simple, extrêmement léger, extrêmement évident. Et c'est pour ça que j'ai tout le temps, il faut toujours quand je parle de donner du sens, il faut du sens et du sensible, bien évidemment, pour reprendre ce que disait Jean Nouvel, mais il y a du sens à utiliser un matériau. La matérialité, effectivement, elle passe par des questions techniques. Et si on déconnecte ces questions techniques d'une forme de poésie, d'une compréhension des situations, peut-être même d'image mentale, il y a cette image d'Einstein que je trouvais très belle. Il disait qu'il n'aurait jamais été capable d'établir la théorie de la relativité s'il ne s'était pas rêvé chevauchant la crête immobile des vagues. Je trouve que c'est d'une puissance mentale exceptionnelle. Et il me semble que dans toutes les discussions qu'on a eues avec Jean-Marc sur les projets qu'on a fait ensemble, et j'aime bien dire ça, les projets ont une temporalité. Le travail qu'on a fait avec Jean-Marc à l'agence, ça a toujours dépassé les temporalités intrinsèques d'un projet. C'est sur ces 20 dernières années, avec des transversalités sur les projets, sur le sens de ces projets, sur le travail itératif qu'on faisait entre des maîtres d'ouvrage, des ingénieurs, des entreprises, quand les entreprises rentrent dans l'histoire, c'est tout ce travail-là qui est très important. La question du détail, la question de la matérialité du détail dans la matérialité est essentielle. Et s'il n'y a pas une certaine poésie, une capacité à donner un fil rouge,
à le mettre en perspective au regard de notre époque. C'est en ce sens-là que j'entends poésie aussi. Je pense que je ne vais pas dire que ça n'a pas d'intérêt, mais comment peut-on fédérer une adhésion sur la compréhension d'un détail, d'une matérialité, d'une envie? Je me suis exprimée tout à l'heure un peu sur cette idée que ce qu'on avait trouvé exceptionnel dans ce matériau, alors il y a l'économie de moyens qu'on évoquait, sa ductalité qui nous a ouvert des champs incroyables, où on travaille en même temps à la fois structurellement sur le fini, sur l'étanchéité d'un seul matériau. Je ne connais pas beaucoup de matériaux qui, juste en étant d'une certaine façon monolithique, arrivent à concentrer toutes ces qualités, ouvrir tous ces champs d'investigation. C'est en soi déjà une très grande poésie. Quand on travaille sur cette idée, j'évoquais aussi cette tyrannie de la maîtrise de l'énergie qui nous amène à travailler sur des concepts d'isolation extérieure. Donc le plus évident, c'est aller un peu d'enduit sur une isolation extérieure, sur une coque de béton, enfin une structure de béton. Mais quand c'est un peu plus sophistiqué, on va parler de bardage. Donc on va avoir des pots ventilés qui vont être elles-mêmes sur des structures. Donc l'isolation est déconnectée, elle est bien évidemment extérieure dans ce sens-là. Et on se retrouve à travailler le bâtiment avec des petits morceaux dans tous les sens. Et donc l'architecte passe son temps à calpiner. On calpine, on découpe, on décompose des trames structurelles en trames fonctionnelles, en trames matérielles, manufacturées. Et tout ça nous amène à faire ce que j'appelle de la quincaillerie. Je suis tétanisée par l'idée de produire de la quincaillerie. On fait des façades qui sont des compositions de calpinage. Et cette idée de la durabilité qui passe aussi par cette question de la permanence de l'architecture m'obsède. Effectivement, nous aimons beaucoup le béton. C'est un matériau que je trouve exceptionnel qui a des difficultés aujourd'hui à être audible avec les préoccupations que l'on a environnementale. Moi, je pense que malgré tout, il faut quand même être attentif à ce vers quoi on se profile. Ce qui est important, c'est d'avoir le plus de dispositifs possibles à nos dispositions pour pouvoir apporter les meilleures réponses possibles. Et lorsqu'on a commencé à travailler sur les BFUP avec Jean-Marc en particulier, il y a cette idée de ces surfaces quasiment infinies sur lesquelles on pouvait travailler. Jean-Marc évoquait la crèche, qui était la première façade en BFUP étanche qui a été faite. À un moment, la question de la limite du panneau de façade, ça n'a pas été la question de la capacité intrinsèque du matériau à pouvoir répondre à toutes les sollicitations mécaniques, structurelles, etc., que légitimement on se posait. Non, la question était, est-ce qu'on est capable d'apporter dans le quartier, vu l'exiguïté des rues, dans ce quartier-là, est-ce qu'on est capable d'acheminer, d'approvisionner les éléments de greffus sur le chantier. Et je trouve ça incroyable quand les questions qui se posent sont les questions d'approvisionnement. Enfin, en tout cas, il y a une multiplicité d'approches du matériau et là, le matériau était quasiment illimité au regard du programme d'une crèche. On pouvait partir du sol et aller jusqu'à l'accroter en un seul morceau, sauf que on n'était pas capable de l'approvisionner dans le quartier. Donc, on a recoupé les panneaux. Et ça, c'est d'une très grande poésie aussi, de se dire que ces préoccupations, à un moment, le matériau a de telles possibilités, on peut aller tellement loin, on peut avoir tellement d'envie, se dire qu'on peut presque toucher le ciel, que l'on se préoccupe d'autres paramètres. C'est dans ce sens-là que je parle de poésie aussi. Ne pas se limiter aux choses, se dire qu'on va travailler, on va continuer. Enfin, je pense que ce sont des matériaux qui ont ouvert beaucoup de champs possibles. Et ce qui est d'une très grande poésie. Merci. Si je peux rajouter, la poésie, c'est exigeant. Effectivement, dans le travail sur le mode constructif et sur le détail, il y a eu... ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait un travail d'une exigence extrême, en tout cas sur la crèche Budin. Effectivement, le concept de la peau était assez vite maîtrisé, mais le fait d'être capable de générer d'éléments discontinus une façade qui garde sa continuité, il y a eu un travail formidable qui a été fait sur la géométrie. Donc, il y a eu un travail dans les équipes de Jean-Marc, avec Raphaël Fabry, sur la capacité à venir respecter cette exigence de continuité, vraiment travailler au plus près la forme du moule, un moule qui a été fait en Italie avec des procédés complètement nouveaux pour le générer. Ça
c'est effectivement cette continuité qui paraît toute sensible. Hein. J'ai encore cette image du lampadaire qui se projette sur la façade. Et en fait, on le voit complètement continu. Enfin, du coup, la façade est ondulée et il y a une vraie poésie dans tout cas cette ombre qui se projette sur la façade. Et tout est dans ce travail extrêmement exigeant sur le détail, sur la forme du moule, en fait, sur le détail du moule, sur la conception du moule. Et ça a été, je pense, hein, pour les équipes de Jean-Marc et puis de Dominique Marek, un travail colossal de mise au point de ce détail qui ne se voit pas, mais qui ne se voit pas et qui permet justement d'avoir cette continuité recherchée malgré les contraintes du site et d'acheminement des pièces. Et puis ce qu'on voulait, c'était un cocon. Une crèche, en tant qu'architecte, c'est le programme le plus contraint sur lequel on était amené à travailler. Ça devrait être l'espace de tous les possibles, de toutes les libertés. Or, ce n'est que des contraintes. Un exemple qu'on aime bien donner, c'est un mix entre des lieux scolaires, d'école. Donc les garde-corps font 1m60. Moi, je ne connais pas beaucoup de bébés qui vont... Les bébés, ça, c'est pas très grand. Enfin, en tout cas, quand ça commence à se mettre debout, ils vont quasiment à l'école maternelle. Mais on a tellement de contraintes. C'était le lieu de toutes les contraintes. Ça devait être le lieu le plus hermétique possible. Et en même temps, il y a un paradoxe incroyable dans le programme. C'est Jeremy Bentham, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse voir partout en même temps. Donc ça doit être totalement fermé et en même temps, à l'intérieur, c'est totalement schizophrène parce qu'il faut pouvoir partout, toujours voir tout ce qui se passe. Et donc, en réaction à ce programme très contraint, pour être un peu synthétique, on a voulu faire un cocon le plus immaculé possible, le plus léger possible. C'était aussi une réaction à tous ces espaces scolaires, tous ces espaces de lieux pour la petite enfance qui sont toujours saturés de couleurs à la Mondrian. Ce qu'on a cherché à faire, c'était mettre en lévitation des choses, permettre aux enfants de passer d'un espace à l'autre de manière fluide, avec des rampes où ils ne se rendaient pas compte qu'ils passaient, changer de niveau, pouvoir découvrir le monde, tomber, rouler, remonter. Enfin, c'était cette idée d'offrir plein de possibles aux enfants. Et effectivement, le BFUP, avec lequel on a travaillé, tout le travail qu'on a fait avec Jean-Marc à ce moment-là, nous a permis de faire une peau d'une très très grande douceur, avec une très grande amplitude. Et quand on regarde les photos, on a l'impression que les fenêtres dansent. Il y a cette très grande liberté, il y a presque un côté un peu cinétique qui est induit par la peau dans sa mise en forme. Pour rebondir toujours sur ce thème, dans le master matière à penser, il y a un travail en séminaire, qui est aujourd'hui un séminaire qui est d'ailleurs animé par deux architectes ingénieurs, par Jean-Aimé Chou et Margot Gillet, qui sont Margot Gillet, ingénieur chez TES, et Jean-Aimé Chou, qui est architecte. Et ils ont tenté de faire l'expérience d'amener le BFUP à l'école. Et pour ce faire, d'ailleurs, ils ont invité Yanni Zhao, avec qui je me suis associé pour développer l'activité en Asie, qui est aussi là ce soir. Et Yanni a débarqué à l'école avec le logiciel sophistique. Et les étudiants devaient couler leur BFUP, le mouler. Et si je me souviens bien, Léopold Bourget était dans l'équipe. J'ai un souvenir comme ça, mais ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, Mélissa Petit était là. Et d'ailleurs, Mélissa, elle a fait les illustrations du livre. Et donc, les étudiants ont fait l'expérience dans le cadre du séminaire d'un peu de calcul, de couler leur BFUP, de le coffrer et de le démouler. Et dans le cadre du master qu'a fondé et que dirige Marc Ingram. Et j'étais là le jour du démoulage. Et en fait, lorsque j'ai vu ces étudiants démouler un objet qu'ils avaient dessiné, construit et dont ils avaient approché l'analyse avec l'aide de Yanni Zhao, j'ai vu à quel point ce travail était un travail d'une très forte émotion intérieure, parce que tout à coup, on allait vérifier que l'objet, dans une géométrie relativement complexe, dont on avait essayé d'appréhender l'analyse, mais dont on ne voyait plus le comportement intrinsèque, et bien, tout à coup, les étudiants expérimentaient cette position d'être finalement très démunis devant un objet
dont on ne va vérifier qu'il fonctionne qu'une fois qu'il est construit. Et peut-être que ce travail qu'ils ont fait en séminaire m'a montré à quel point la puissance d'enseigner d'une manière ou d'une autre à des étudiants, fut-il spécialisés dans une école ou une autre, une vision transversale du monde dans lequel ils interviennent. D'ailleurs, c'est un master qui accueille tous les ans des étudiants de l'ENPC et ça fonctionne toujours en équipe et on ne sait plus tellement à la fin qui fait quoi. Eh ben, on voit bien que cette capacité d'offrir un savoir-faire ou l'accès à un savoir transversal à travers un matériau contemporain, tout à coup coïncide avec certainement des attentes d'enseignement qui sont les leurs. Et surtout, ça a deux effets immédiats. C'est que les étudiants en architecture, qui ne sont pas supposés devenir des ingénieurs, en tout cas pas tous, se passionnent pour l'analyse. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'analyse devient, dans le fond, une autre façon d'écrire le monde, comme la poésie en est une, comme le dessin en est une autre. Donc l'analyse, c'est-à-dire la mise en chiffres d'un comportement physique, c'est dans le fond une façon aussi d'écrire la réalité. Et construire ce qu'on a dessiné, ça reste une émotion très enfantine, très primaire. Je construis ma maison. On a tous fait ça chez nos parents, on a construit nos maisons. Et donc tout à coup, il y a quelque chose de... Quand je les ai vus faire ça et que j'ai vu leur émotion sincère et leur inquiétude forte de démolir cet objet qui faisait 2,50 m de haut par 3 mètres de long, je me suis dit aussi que c'était l'une des puissances formidables de ces métiers de l'architecture et de l'ingénierie, c'est-à-dire de mettre ensemble une approche qui soit la plus scientifique possible et une approche qui soit la plus sensible possible à travers la nécessité de la fabriquer. Et sans doute que le BFUP, comme d'autres matériaux, mais en tout cas le BFUP, puisqu'on parle de BFUP ce soir, permet ça parce que les étudiants ont mélangé leurs prémix, ont mélangé les fibres avec le ciment, respecté les rapports entre l'eau, le ciment et les fibres. Ils ont fait donc l'expérience de construire ce qu'ils avaient dessiné. Et j'ai d'ailleurs j'ai hésité longtemps à mettre cette image des étudiants qui démoulent sur la page de garde du livre, je dois dire. Je ne l'ai pas fait parce que bon, je me suis dit que c'était trop ciblé, mais ça m'a longtemps invité. Voilà. Je voudrais réagir là-dessus parce que je pense que c'est l'exigence dont on parlait pour, je dirais, atteindre la performance et la poésie du BFUP. Elle réhabilite, je dirais, la solidarité des différents métiers entre, on va dire, le cuisinier du BFUP, celui qui le met en place et en œuvre, celui qui l'a calculé, celui qui le fait fonctionner dans la structure, et avec, je dirais, un besoin d'anticipation et de compréhension mutuelle, en fait, entre ces différents acteurs. Chose qu'on a un peu oubliée dans le béton armé traditionnel, où le ferrailleur met ses ferrailles et celui qui met le béton n'a pas besoin tellement de savoir si c'est dans le bon sens par rapport aux aciers, alors que celui qui met en œuvre le BFUP, par le même coup de patte, il va orienter les fibres ou il ne va pas les orienter. Et s'il a une matrice plus fluide ou moins fluide, ça va orienter différemment les fibres. Donc, je dirais, il y a un besoin d'intelligence collective et du coup de partage mutuel qui me semble être vraiment une des richesses potentielles de l'usage de ce matériau et qui est aussi évidemment une des conditions pour que ça fonctionne. Et donc, en ce sens-là, c'est vrai qu'il faut apprendre les règles et qu'on a essayé de les écrire du mieux qu'on a pu par rapport à ce qu'on a compris, mais je pense qu'il y a bien une compréhension par l'exemple et par la pratique et par, je dirais, l'exemple qui a pu être consolidé par un livre comme celui de Jean-Marc, qui vient vraiment en appui et en complément et qui réhabilite, je pense, qui fait que les différents acteurs ont vraiment besoin de comprendre le matériau
parce que chacun à sa place a un apport critique. Et je dirais, moi, je suis frappé. Bon, il se trouve qu'avec Jean-Marc, on a un peu appris à se connaître avec l'anneau de la mémoire là, de Notre-Dame de Lorette, et je dirais, qui a pu être récompensé à l'international, parce qu'effectivement, il y a une exigence qui a conduit à une économie de matière et à une forme qu'on n'avait pas encore fait jusque-là. Et ça, effectivement, mais ça n'est effectivement possible que parce qu'on s'est collectivement appris à utiliser ce matériau. D'ailleurs, François, derrière vous, il y a la gare de Montpellier de Marc Mimram, qui est un très bel exemple, hein, que les étudiants connaissent bien, mais qui est un très bel exemple, très intéressant. Très oui. important. Et alors, n'étant pas architecte, moi, ce qui me frappe, c'est un renouveau du lien entre matériaux et lumière, que le BFUP a rendu possible, et que la surface usuelle des bétons ne savait plus forcément aussi bien utiliser. Alors, on a un petit quart d'heure pour des questions. Si dans le public, vous avez des questions, sentez-vous libre de prendre la parole, poser votre question à l'oral ou à l'écrit. Je vois qu'il y a des étudiants de l'école. Je vois qu'il y a un ou une participante Andy High. On a des visiteurs étrangers. Chouette. Alors, je vais peut-être tenter une question, puisque la discussion a vocation à être informelle. Et puis, Monsieur Tout-le-Monde va décomplexer de la poser, puisqu'il vient d'évoquer la question de cuisinier du béton. Et en fait, depuis un petit moment, c'est une réflexion extrêmement peu poussée et informelle, mais peut-être que ça pourra donner, peut-être que vous avez de votre côté, donc peut-être donner l'occasion d'anecdotes ou d'approfondissement sur le sujet. Mais il y a des parallèles à faire entre l'art culinaire et l'architecture. Et de ce point de vue-là, j'ai le sentiment qu'il y a une histoire un petit peu similaire, un petit peu parallèle en termes d'architecture vernaculaire dans un premier temps et de cuisine vernaculaire, et puis une espèce de spécialisation de ce métier jusqu'à arriver aujourd'hui à une cuisine moléculaire. Alors, on n'a pas malheureusement Thierry Marx parmi nous pour échanger sur la question, mais je me demandais si vous avez déjà tissé ces parallèles entre l'architecture et l'art culinaire, et puis le béton en particulier, éventuellement avec l'œuf, qui me paraît avoir des propriétés versatiles plutôt similaires. Voilà. Je ne sais pas qui se sent de répondre sur la question. En tout cas, lorsque Méditerranée pour Fabrication accueillait ses visiteurs dans sa salle de réunion, il y avait des petites boîtes comme des ingrédients avec les différents types de fibres, avec le prémix, d'ailleurs, je les ai photographiés un peu dans toutes les positions parce que ça m'avait beaucoup interpellé, cette idée d'être à l'intérieur même du dispositif, pas seulement en utilisant un composant qui était semi-fini, qui était déjà façonné comme une tôle ou comme une pièce de bois qui est déjà débitée, mais en étant avant ce moment-là où on avait une série de composants qui étaient issus de la production industrielle et qui n'étaient pas encore recomposés pour former un système constructif. Et
Et comme l'a dit Dominique Corbès tout à l'heure, cette recomposition des composants pour former un système constructif superposé avec la géométrie de l'objet met les acteurs du domaine dans une position qui est nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on prescrit un béton ou un acier, on donne une référence et puis miraculeusement, le béton arrive sur place, la tôle d'acier arrive, il y en a moins en ce moment, mais le bois c'est un peu moins clair, mais c'est pareil. Et là, tout à coup, on était un petit peu avant ça, c'est-à-dire qu'on avait devant soi des composants qui n'étaient pas du tout semi-finis, qui étaient des composants nus, c'est-à-dire avec des propriétés et qui n'étaient pas associés. Et effectivement, ça met dans une position différente. Ça met les acteurs dans une position un peu nouvelle, différente. Et je pense que c'est une position où on est plus inquiet. Mais si l'inquiétude est une question, l'inquiétude est pour moi quelque chose de positif, dans le fond. C'est-à-dire qu'on est plus inquiet parce que tout à coup, on n'est pas dans la position du consommateur qui choisit des dispositifs construits sans s'interroger sur la façon dont ils sont construits. Là, on se retrouve avant ça. Et il faut reconstituer un processus qui associe intimement la mise en œuvre et le design que l'on porte. C'est vrai que la géométrie s'est réinvitée fortement là-dedans. Dominique a cité le travail d'ondulation. Je me rappelle très bien de Raphaël Fabry passant des heures et des heures à dessiner cette géométrie. Le travail de Marc Bumram, par exemple, pour le centre d'entraînement de la Fédération française de tennis près de la porte d'Auteuil. C'est-à-dire que la géométrie s'est invitée, mais elle s'est invitée, la géométrie, s'était déjà invitée dans l'histoire du béton armé. Les voiles minces, ça existe depuis le XXe siècle. Et la géométrie s'était beaucoup invitée dans le dessin des structures en acier. Et là, la géométrie se réinvitait dans ces bétons. Et tout à coup, ça donne aussi, mais pas seulement comme un invité, on va dire, gratuit, mais comme un invité qui va pouvoir dire des choses sur l'écoulement du béton, sur sa résistance de forme, etc. Et c'est comme si on se retrouvait dans une espèce de position complète où il fallait mélanger la matière, trouver sa raison géométrique et formelle, trouver comment elle fonctionne et aussi en faire un projet qui ait du sens, qui ne soit pas seulement le sens de la matière elle-même. Et sans parler de cuisine, plutôt en parlant de cuisine peut-être moléculaire, c'est assez intéressant parce que lorsqu'on a travaillé sur la crèche avec Jean-Marc, on a posé tout de suite la question, est-ce qu'on est capable de faire du béton projeté étanche, puisqu'elle avait des amplitudes extrêmement importantes. Il y avait des amplitudes de 25 cm de profondeur. Donc si on réfléchit avec un béton classique, l'épaisseur du voile, les 25 cm d'amplitude de sinusoïde, on se retrouvait à minima avec des éléments qui faisaient 35 de base. Donc c'était 35 à 40 de base. Et donc on avait travaillé, on a posé la question à l'époque aux ingénieurs Lafarge, on parlait avec Jean-Marc, est-ce qu'on est capable d'avoir un béton projeté avec un effet de seuil qui fasse qu'on puisse envisager ces grandes coques de béton projeté étanches? Et la réponse a été non. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les formulations. En tout cas, les formulations, ils faisaient des essais, mais on en était au stade des tests de cuisine, quoi. Donc là, on a travaillé sur moule contre moule. Ça, c'était dans le dossier d'appel d'offres. Et ensuite, avec Patrick Mazzacan en particulier, on a mis un principe un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on a eu un principe d'isolation qui a été sculpté et qui a servi de contre-moule, permettant d'avoir les formes, ce côté cocon qui présidait à la conception de la crèche. Quand 2-3 ans après, on est arrivé avec le campus d'EDF à Saclay, on voulait un bâtiment un peu plus statutaire. Et effectivement, le bâtiment toutes les façades sont identiques et chacune des façades est capable de répondre aux sollicitations spécifiques de chacune des façades. Et donc, on a des très, très grandes profondeurs de coque qui vont jusqu'à 80 cm. Et
la question du béton projeté, la question de l'effet de seuil du matériau, on l'a encore posé, alors où est-ce que vous en êtes? Et là, la réponse qu'on a eue, Jean-Marc et nous, de la FARC, c'est « Ah, on commence à avoir les bonnes formulations qui pourraient répondre à la question que vous nous aviez posée il y a 3-4 ans sur la crèche. » Et à ce moment-là, je ne sais pas, je te laisse prendre le relais, Jean-Marc. On a travaillé sur des bétons projetés. Des bétons projetés qui faisaient 15 mm d'épaisseur. Oui. Avec 80 cm de profondeur. Donc, on a vraiment des pièces extrudées. C'est des pièces de fonderie. Si on veut une image mentale, ce sont des pièces de fonderie, mais en béton. Eh bien, c'est drôle parce que tout à l'heure, il y a un monsieur qui vient me voir après la conférence, qui est un artiste, et qui voudrait faire une pièce de 10 mm d'épaisseur, et je suis un peu inquiet. J'ai peur de lui dire. Je suis un peu inquiet parce que ça me paraît pas beaucoup, en fait. Mais, ouais, 15 mm, c'est pas grand-chose. Hein. 15 mm, une tôle de 15 mm, c'est une tôle courante. Voilà. Donc, sans compter qu'on a des éléments qui font 8 mètres de haut, hein, monobloc. Et qu'on a des joints, alors ça c'est une chose que j'aime bien, quand on réfléchit un peu réglementation des TU, les bétons, dès que vous mettez 2 modules de béton côte à côte, vous avez un joint de 20 mm. Quand on travaille avec des éléments BFUP, ça tombe à 12. Moi, très souvent, en plaisantant, je disais à la FARC, je n'êtes pas capable de descendre à 9, au moins ça ferait passer les tolérances du béton du centimètre au millimètre. Parce que ça, c'est aussi une question. Les tolérances entre les matériaux, quand on réfléchit à la matérialité, la question des joints, des raccordements, la question des dimensionnements, Jean-Marc vient de l'évoquer, on l'a évoqué juste avant, mais la question des joints, des raccordements, tout ça, ce sont des questions essentielles dans la mise en œuvre de cette matérialité. Alors, évidemment, pour ses caractéristiques mécaniques, c'est une caractéristique de dilatation intrinsèque, mais c'est caractéristiques architecturales surtout. Par rapport à la question de la cuisine, moi, je voulais juste dire que je pense que la mécanique des fluides, qui est très présente dans la cuisine et l'agroalimentaire, c'est un peu réinvité dans la technologie du béton et du BFUP à cause de son influence sur le résultat final. Et je pense que là, on n'est pas complètement au bout. Et on voit bien que avec à peu près les mêmes ingrédients, on fait de la pâte à crêpes ou on va faire des 4 quarts. Et avec les matériaux cimentaires, c'est un peu pareil. Alors, il y a les proportions, mais il y a aussi après la manière dont on peut mettre en œuvre le mélange frais. L'autre chose que je voulais dire, c'est que les BFUP, c'est pas juste des recettes. Et le béton ordinaire pas seulement non plus. Et en tout cas, pour être bon cuisinier du BFUP, il faut comprendre ce qu'il y a à travers la recette. Il faut comprendre que si on change quelque chose, peut-être les fibres vont s'orienter autrement. Et donc, je pense qu'il y a besoin d'une intelligence des règles qui, je pense, est la même chose quand on est grand cuisinier et qu'on n'applique pas juste le livre des 10 recettes qu'on a d'avance dans la bibliothèque, quoi. Oui, il y a quelque chose qui est d'ailleurs qui renvoie beaucoup à l'exercice artistique, par exemple, de la musique ou de la danse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tellement intériorisé une règle. Intérioriser une règle, ça veut dire l'avoir compris dans toute sa profondeur possible, que ce qu'on restitue, c'est une interprétation de la règle. C'est exactement ça qui se passe lorsqu'on admire un danseur. Ce qui nous montre, c'est une interprétation dont le socle est surtout d'abord un apprentissage très fort de règles fondamentales. Et tellement fort qu'à un moment donné, l'intelligence humaine ou le corps restitue autre chose que l'application de la règle, et restitue une interprétation de la règle, mais qui ne peut exister que parce que la règle est connue. Et c'est peut-être ça aussi la matérialité qui nous attend, c'est-à-dire c'est une matérialité qui doit trouver sa liberté dans une oui, complètement. Compréhension des règles profondes, c'est-à-dire dans une compréhension des limites, qu'elles soient des limites de pose, des limites de coulage, des limites d'analyse, des limites d'épaisseur.
est sa dimension la plus intéressante, c'est-à-dire faire un peu plus que d'appliquer les règles. Mais d'abord, je commence par la règle. Et effectivement, ces matériaux contemporains, la matière BFUP, elle ne donne pas de choix. Il faut d'abord commencer par essayer d'affronter la matière et sa mise en œuvre et son analyse et comment passer de l'un à l'autre pour que peut-être à un moment donné, on gagne un peu de liberté pour proposer des objets un peu singuliers. Et c'est pour ça que j'ai tenté de commencer l'ouvrage en resituant ce matériau au-delà du matériau lui-même. C'est-à-dire que peut-être que partir des limites, c'est ce qu'il va falloir faire de manière très sérieuse demain, mais c'est dans le fond aussi revenir à une appréhension de la connaissance qui est la bonne. C'est-à-dire que je commence par comprendre comment fonctionne un dispositif pour éventuellement m'autoriser à l'interpréter. Et l'intérêt et la puissance de ce matériau béton de fibre, mais il n'est pas le seul, mais on parle de l'histoire, c'est de mettre à égalité des domaines, comme le disait très bien tout le monde, c'est d'obliger les différents acteurs, non pas à s'écouter, mais à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de dessiner une pièce sans se demander comment on la coule. Il n'est pas possible de calculer l'objet sans se demander comment il est dessiné, comment il est construit. Donc c'est cette intelligence partagée qui raconte aussi les transversalités de l'enseignement, les transversalités portées par les universités et les demandes des étudiants qui sont bien celles-là, qui sont celles qui sont non pas celles d'avoir accès à un savoir universel, ce qui n'a aucun intérêt puisque c'est pas possible, mais d'avoir des outils pour comprendre comment installer une pensée de la transversalité dans son propre travail. Et le BFUP est une très belle application de cet état de la construction en architecture et dans le génie civil aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, cet entretien va bientôt toucher à sa fin, mais on a une question du public qui nous vient de Maëva Leroy, qui nous dit ceci. Bonjour, merci pour ces réflexions très intéressantes. Ma question concerne un matériau différent mais similaire. Je me permets de la poser quand même. La terre crue comme matériau de construction présente de nombreuses similarités avec le béton fibré. Pensez-vous que la terre crue puisse un jour arriver à un niveau de technicité semblable au BFUP en architecture? Merci. Alors, moi, je travaille un peu sur la terre crue. Je dirais, bien sûr, si on en accepte les limites qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que je pense que il n'est pas question de vouloir faire les mêmes formes avec des matériaux différents. Donc la terre crue, qui est un matériau très recherché aujourd'hui dans les projets, il faut veiller à ce que ça ne devienne pas seulement un matériau porté par une idéologie politique ou éthique, mais qu'on fasse aussi l'effort d'aller comprendre ses limites intrinsèques, qui vont donner des objets qui seront aussi le résultat de ce savoir-faire. Là encore, ça nous renvoie un peu à ce que collectivement on attend de notre cadre de vie. Jean-Marc parlait des limites, il a parfaitement raison. C'est très bien qu'au-delà de R+3, évoquer les mises en œuvre de terre crue devient extrêmement complexe. Enfin, c'est absolument, on ne peut pas aller au-delà de ça. Donc, les questions que l'on se pose sur le cadre de vie, sur la ville, sur la densité, sur la mixité, sur la capacité des matériaux à pouvoir reprendre des charges qui sont liées à des dispositifs de mise en œuvre spécifiques au fait qu'on travaille sur des bâtiments mixtes, des bâtiments plus hauts, plus denses, en tout cas toutes ces questions-là qui sont au cœur de la question de la ville, au cœur des questions architecturales, au cœur de nos questions sociétales tout simplement. La terre crue,
elle est à mettre en perspective au regard des attentes de notre époque, de même que le béton est à mettre en perspective au regard des attentes de notre époque, de même que tout matériau est à mettre en perspective au regard des attentes de notre époque. J'évoquais tout à l'heure très rapidement, nous aimons énormément le béton, c'est un matériau extraordinaire. Peu de matériaux ont une mythologie, sont mythiques. Le béton est un matériau mythique. Peu le sont. Il faut bien comprendre, encore une fois, comment ce matériau est devenu mythique. Il est devenu mythique aussi, non seulement pour ses incroyables caractéristiques, ou ces caractéristiques qui ont été comprises à certains moments. Je disais tout à l'heure, hein, le béton n'a jamais été ni passéiste et ni pas avant-gardiste non plus. Il est le reflet de ce qu'on attend dans son époque, de ce qu'on projette sur ce matériau. Si on parle de la terre crue, ça a plein de qualités aussi. Ça peut correspondre à certains... Parce que la question de la production aussi se pose, certains contextes de production qui peuvent être un peu différents. Donc, toutes ces questions-là sont à évaluer, à analyser, à expertiser, avant de savoir est-ce que c'est pas un meilleur matériau, effectivement, dans certains contextes au regard du béton, est-ce que dans d'autres contextes, ce ne sera pas un moins bon matériau. C'est surtout au regard du contexte qu'il faut analyser ça. Et, puis pour rebondir un petit peu, c'est vrai qu'on peut aussi travailler sur la combinaison des matériaux. Aujourd'hui, les BFUP, quand ils sont travaillés dans leur optimisation, parfois sur des finesses, c'est vrai qu'on n'est pas sur c'est pas un matériau qui, contrairement à un béton classique, aura de l'inertie. La terre crue va apporter de l'inertie. Et ça repose la question de la combinaison des deux et non pas juste de l'opposition. Je pense qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir beaucoup d'ouvrages qui sont des composants qu'on juxtapose. Essayons d'avoir des projets où on travaille et on compose à partir de matériaux qui ont leurs différences et leur complémentarité. Ça, c'est un... Voilà, moi, je ne les mettrai pas forcément sur le même plan, mais ils ont tous les deux leur technicité, ils ont tous les deux leurs avantages et travaillons pour les faire vibrer ensemble. Je pense que c'est aussi une importance de faire vibrer ensemble les matériaux et pas que les comparer, les mettre en opposition. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le discours, on est beaucoup sur des oppositions de matériaux, alors que les matériaux ont besoin de vivre ensemble, de travailler, de raisonner ensemble. C'est trop facile d'ailleurs. L'opposition, c'est une façon trop simple de résoudre la complexité. Ça n'a pas de sens. Ouais. On a deux dernières questions. La première à l'oral de Alexandre Prunier et puis une question à l'écrit que je lirai après. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Je m'appelle Alexandre Prunier. On parlait à l'instant de réconciliation et je voulais parler de la réconciliation de l'architecture et la sûreté. Ne sont pas forcément amis à la base, sauf quand la sûreté veut mettre des distances. C'est bien connu. Et nous travaillons dans le domaine de la dynamique rapide sur les bétons fibrés, sur tout ce qui touche à la résistance des bétons fibrés par rapport aux explosions, aux impacts et aux chocs. Et j'aurais aimé savoir si il y a des gens dans l'auditoire qui ont pu partager, on va dire, cette expérience de la sûreté autour des bétons fibrés. Donc ma question s'adresse peut-être à monsieur François Tout-le-Monde. Alors voilà, nous on travaille ouvertement avec les équipes d'Uctal. Oui, je dirais que c'est un des domaines effectivement où il y a eu une exploration des propriétés des BFUP et des bétons fibrés en général. Alors c'est pas, je dirais forcément les domaines où les travaux sont publiés de la façon la plus ouverte parce que dans un certain nombre de cas, je dirais les applications le demandent, mais ça a été regardé, je dirais, un peu dès les origines du matériau. Hein. Enfin, moi, je dirais, parmi les premiers travaux que j'ai faits ou encadrés, il y avait l'étude du comportement à haute vitesse des BFUP pour en faire des conteneurs de déchets qui devaient résister à des chutes diverses et variées et rester suffisamment intègres. Et puis, il y a des gens chez Ductal et ailleurs qui regardent les possibilités anti-perforation, etc. Donc, je dirais,
On sait que les matériaux fibrés en général ont une capacité de dissipation d'énergie qui est intéressante pour les sollicitations dynamiques rapides. Après, il faut le quantifier et effectivement, il faut le quantifier d'une façon à la fois rationnelle et qui tient compte du fait que, en général, l'action accidentelle, dynamique, etc., soit fait l'objet d'un scénario conventionnel, mais dont la réalité peut s'écarter, soit on ne la connaît pas très bien. Donc, je dirais il y a un traitement assez complexe des incertitudes où celle du matériau rejoignent celle de l'action. Donc, oui, il y a des travaux, il y en a assez ou pas suffisamment, je ne sais pas. Il n'y a pas forcément, je dirais, des solutions cartes sur table pour toutes les actions, mais il y a il y a effectivement déjà un peu de connaissances. Après, il y a, je dirais, c'est un domaine sur lequel, quand on va aller vers du dimensionnement d'ouvrage, il y a beaucoup de règles encore assez empiriques. Et si on passe à des règles, je dirais, plus élaborées, plus rationnelles pour optimiser, etc., là, les gens qui savent les manier sont assez peu nombreux et la, enfin, je dirais, les l'évaluation de sûreté de projets complets valorisant les BFUP dans ce domaine-là supposera quand même encore des procédures qui ne sont pas la simple application d'une norme ou d'une formule. Et je dirais que derrière va se poser des questions d'exécution pour vérifier qu'on est bien dans les hypothèses de calcul et de conception qu'on a prises. Donc, voilà, en quelques mots, ce que je pourrais dire. D'accord, très bien. Parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, voilà, il y a quelques travaux, bon, nous, on y participe aussi. Il y a des choses qui sont parfois confidentielles, mais parfois la confidentialité masque aussi une absence de savoir. Et puis, bon, voilà, c'était aussi pour jeter un hameçon pour dire on serait très intéressé pour partager les travaux qu'on pourrait avoir dans le cadre des peu de savoir qu'on peut produire au centre européen secret, bien sûr, qui appartiendrait à Ductal. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, enfin, à mon avis, moi j'ai parié là-dessus, peut-être que je me trompe pas, on verra. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut réconcilier du coup la sûreté et l'architecture, et notamment dans des espaces urbains où les menaces sont proches des bâtiments et on veut les rendre toujours plus hauts, plus beaux. Enfin, après, je ne suis pas architecte, donc je n'en parlerai pas aussi bien que vous. Enfin, je vais pas en parler. Et c'est intéressant de savoir que finalement, il y a peut-être beaucoup de bâtiments qui seraient plus protégés qu'ils ne le penseraient parce que c'est en défi. Voilà. En tout cas, il y a eu des applications de protection de bâtiments d'ambassade, par exemple, hein, avec des panneaux. Mais je dirais que ça n'a pas forcément eu non plus une généralisation immédiate et évidente, quoi. D'accord, merci. Alors, on va terminer par cette question. Donc, Brieux Graillot, ancien étudiant de notre école, demande donc d'abord remercier l'ensemble des participants et pose la question suivante. Est-il intéressant de créer un matériau universel avec le BFU? Peut-être qui veut s'exprimer sur le... Non, c'est pas possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, François. Moi, j'ai plutôt l'impression que l'avenir est aux solutions mixtes ou multimatériaux. Oui. À la fois pour des questions, je dirais, d'économie, de sobriété. Je veux dire, on parlait tout à l'heure de la terre crue. Je pense qu'il y a des logiques où on utilise le mieux possible les ressources abondantes. Et puis, pour d'autres choses, on va au contraire sélectionner les ressources et faire la recette la plus efficace possible. Et les deux choix peuvent être raisonnables et ne sont pas forcément à opposer, peuvent être complémentaires. Oui, je pense que ce qui caractérise notre métier à tous, c'est quand on fait du spécifique. C'est-à-dire que chaque bâtiment, par définition, est un prototype.
partant de là, on comprend bien que pour pouvoir avoir les meilleures réponses, les mieux adaptées, ce qu'il faut, c'est qu'on ait le plus de dispositifs possibles à notre disposition pour pouvoir effectivement prendre en compte tous les paramètres que l'on a à prendre en compte pour faire ces prototypes. Dominique, tu veux rajouter quelque chose? Si j'essaie de comprendre la question peut-être un petit peu différent, je pense que c'est un matériau universel, enfin, qui arrive maintenant à s'exporter, on va dire, sur l'architecture, mais pas uniquement, et dans le génie civil. On a parlé aujourd'hui de la réparation. C'était un peu à contre-emploi, parce que pourquoi aller placer un matériau si cher dans de la réparation? Et aujourd'hui, c'est un matériau qui vient faire beaucoup de la liaison entre composants. Donc, c'est un peu c'est assez étonnant, en fait. C'est un matériau qui est capable d'aller sur les champs du design, de la haute couture, comme ça peut être prononcé, mais qui peut aussi aller sur des domaines tels que la réparation, où ses qualités esthétiques ne sont pas du tout mises en avant. Donc, c'est un matériau qui, en ce sens, est très versatile. Peut-être pas universel, mais en tout cas qui sait trouver sa voie quand il est bien utilisé dans un contexte bien particulier. Il sait trouver une sorte de raison d'être. Et encore une fois, très contre-intuitif. On va l'utiliser pour faire les joints dans des pièces préfabriquées en réparation ou en génie civil. Et il va lui-même être un matériau qui est un matériau du discontinu, parfois par des pièces préfabriquées dans le champ architectural. Donc, on a encore beaucoup à apprendre, on a encore beaucoup à croiser parce qu'il trouve par les gens qui le manipulent, on a parlé beaucoup de manipulation de ce matériau, par les gens qui le manipulent dans différents champs, que ce soit dans la réparation, que ce soit dans le sismique, que ce soit dans la sûreté, que ce soit dans des domaines assez pointus techniques, que dans le domaine de l'architecture, donc de manière beaucoup plus synthétique. Ils trouvent des ramifications complètement différentes. Donc, ça veut dire que voilà, si on continue à croiser tout ça, on va j'imagine, et puis les prochains à s'y atteler vont trouver encore énormément de possibilités. Donc, c'est en ça, peut-être, aussi en répondant à la question, qui pourrait avoir un côté un petit peu universel. C'est qu'aujourd'hui, il n'est pas, c'est sûr, aujourd'hui, dans un carcan, il y a un champ énorme à explorer. D'ailleurs, assez déroutant parce que dans les différents pays qui l'ont employé, les domaines privilégiés peuvent être très variés. Et puis, Jean-Marc le dira mieux que moi, entre les BFUP qu'on va utiliser pour la propriété structurelle et les BFUP quand on les travaille nous en pot sur des bâtiments, ce ne sont pas du tout les mêmes compositions de matériaux. En soi, ce sont des matériaux différents. Donc, il y a plein de formulations de BFUP. Oui, qui ont la même genèse, mais qui ont effectivement dont les recettes sont différentes. Oui. Exactement. Bien, écoutez, merci beaucoup. Claude, est-ce qu'on conclut là-dessus? Oui, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Et puis, de vous remercier pour cet échange extrêmement riche et passionnant. Merci aussi aux participants qui sont encore nombreux à cette heure-ci, avancés. Réussi à tenir après des évocations culinaires. Donc, sur ce, sans transition, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Et puis un bon appétit. Merci. Je tenais à remercier, on va dire, Dominique Marek, Dominique Corbet et François Tout-le-Monde d'avoir accepté de jouer le jeu avec moi dans un échange différent et nouveau pour nous tous. Et je pense que ça a permis à cette discussion d'être extrêmement riche et intéressante. Merci d'avoir donné votre temps pour discuter ensemble. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Merci. Merci.